Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 5e étape du Tour de France. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des temps, comme d'habitude, pour un contre-la-montre. On fera le point des derniers jusqu'au premier. Et puis on parlera également de l'étape du jour sur le Tour d'Italie féminin, où il y a eu pas mal de changements du côté du classement général avec cette arrivée au sommet. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Le chat a décidé d'arriver dans la litière. Voilà, c'était longtemps que c'était pas arrivé dans une vidéo sur la chaîne. Bon, on commence tout de suite rapidement avec la note de l'étape. La note de l'étape, c'est un 12 sur 20 parce qu'on s'attendait pas à beaucoup de suspense pour la victoire, pour tout vous dire. Il y a quand même quelques surprises dans ce top 10. Mais moi je reste sur ma faim parce que je retrouve, on va dire, un format classique de contre-la-montre. Voilà, bon, on est à 36 minutes, 37 minutes. C'est vrai que moi j'avais plutôt estimé à 35-40, entre 35-40 et 36 minutes 10. On est au-dessus au niveau du temps, je me suis un petit peu enflammé. Mais on est sur un format de chrono que l'on retrouve trop souvent désormais sur les grands tours et on aimerait un petit peu plus de variété. Voilà, au niveau de ce format de course. Il y a quelques surprises dans le top 10. Pour moi, il y a vraiment des mecs qui n'ont pas performé aujourd'hui et des coureurs qui ont été très très bons dans ce registre-là. Mais désormais, on est sur un format plus que classique dans ce type de course du côté du contre-la-montre pour les coureurs de ce Tour de France. On commence tout de suite par le débrief de cette étape et on va commencer par les derniers remontés. Alors déjà ce matin on commençait avec deux coureurs qui ne prenaient pas le départ. On avait Emilien Janière suite à ses blessures assez importantes lors de sa chute du côté de l'étape de Dunkerque, enfin de Valenciennes-Dunkerque. Il a décidé de ne pas reprendre le départ. Et puis Jasper De Beust également, le coureur de la Lotto qui était absent. Bon, parmi les derniers, Arnaud Delis, qui a été le dernier, qui a fait le plus mauvais temps aujourd'hui, après avec une marge du côté des délais. On retrouve ensuite Storer qui a perdu énormément de temps hier, donc qui ne vise plus le général. Général, hier, il a perdu 13 minutes 50, donc autant vous dire que voilà, l'objectif était plutôt de finir cette étape, et puis on va se projeter ensuite dans les Pyrénées, dans les Alpes, pour aller essayer de chercher des échappées et pourquoi pas des victoires d'étape. Du côté de l'Australien, bon, Campenhart ne l'a pas fait à fond. Mais encore une fois, ça fait quand même depuis des années qu'il ne vise plus forcément le contre-la-montre Campenhart. Du côté de la Visma Leasebike, on retrouve Van Wilder, mais là voilà, on est sur des coureurs qui, oui, quand ils jouent leur propre carte, font les contre-la-montre de manière un petit peu plus, de manière un petit peu plus rapide. Mais là, bon, encore une fois, l'objectif est surtout d'être équipier pour ces coureurs-là. Charman aussi ne l'a pas fait avant. Alors, je m'attendais à ce que Charman fasse des temps intermédiaires pour Evenepoel, fasse des points de repère pour Evenepoel, mais on a eu un autre objectif, une autre idée, voilà, du côté de ce coureur. Martinez ne l'a pas fait avant, mais de toute manière, on avait bien compris qu'il avait perdu trop de temps au général, comme Champoussin, comme également Sepkus qui ne l'a pas fait à fond également, 147e à 5 minutes. Là aussi, on aurait peut-être pu essayer de le faire un peu plus rapide, Sepkus. Pourquoi pas pour essayer de le garder dans le top 20 du général. Et dans l'objectif de faire l'ogre à plusieurs têtes du côté de la Visma. Bon, on a plutôt procédé à du coaching du côté de cette formation et décidé de laisser au repos Sepkus du côté de cette étape. Terrada. Alors, j'avais pas vu hier Terrada. J'avais vu de loin un XDS Astana, mais bon, comme du côté des commentateurs et du côté des synthés sur le Tour de France, on n'avait pas mis Terrada.
Je me suis dit, bon, ça doit pas être un grand nom de l'équipe qui est tombée. Et voilà, Terrada a perdu du temps hier sur la chute au moment du rétrécissement avec Paré-Peintre. J'avais pas vu non plus que Buitrago avait changé de vélo avec Martinez. J'ai vu Martinez lâcher, je me suis dit, voilà, il est lâché parce qu'il a fait l'étape à l'avant et que voilà, maintenant il va se reposer. C'est qu'il avait passé son vélo à Buitrago au même moment. Lutsenko, dommage, 5 minutes de perdu du côté de Lutsenko parce qu'il était plutôt bien sur ce début de course. Donc on aurait pu se dire qu'il allait faire le chrono peut-être de manière un peu plus à fond pour essayer de rester là aussi dans un top 20 au général. Bon, il a décidé plutôt de rester en retrait, voilà, sur ce contre-la-montre du côté de cette étape. Bon, Marc Hirschi, on n'est pas surpris, il les fait plus à plomb depuis longtemps. Rubio, il l'a peut-être fait à fond, malheureusement, du côté de Rubio. On sait que c'est vraiment pas un exercice qu'il affectionne, le Colombien. Einer Rubio, le contre-la-montre, donc je dirais quand même... Je l'aurais plus vu aux alentours de 3,50. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être quand même 50 secondes en trop pour Rubio. Mais je suis pas sûr qu'il soit tant reposé que ça. Parce que Rubio, c'est vraiment pas un exercice de prédilection. Simon Yates, là aussi, il l'a pas fait à fond, mais ça se comprend. Parce que l'ogre à deux têtes, ça marche. Mais avec des coureurs, qui n'ont pas véritablement fait le Tour d'Italie. C'est avec Yates, ça fait le Tour d'Italie. Donc... on sait très bien qu'il y a peu de chances qu'il arrive à finir parfaitement le Tour de France. Il est plus là dans un rôle d'équipier. Par contre, Sepkus, encore une fois, je me dis qu'on aurait peut-être pu jouer un peu plus du côté de la formation Visma Leasebike. On continue de remonter dans ce classement. Bon, là, on retrouve pas mal de sprinters. Blackmore, 4,34 aussi, de perdu pour Joseph Blackmore derrière Ackermann. Ouais, c'est dommage, là encore, comme Lutsenko, Blackmore fait plutôt un bon début de course. Ça reste un coureur jeune. Moi, je préfère quand même plutôt quand les coureurs font ce genre de chrono à fond. Alors, c'est pas forcément un spécialiste du chrono, mais l'an dernier, il avait été mieux que Pablo Torres sur le chrono, je crois, du côté du Tour de l'Avenir. Alors, c'était peut-être un chrono par équipe, par contre, du côté du Tour de l'Avenir. Mais ouais, du côté de Blackmore, là aussi on ne l'a pas fait à fond. Ce qui fait du côté d'Israël, on a perdu pas mal de positions dans la hiérarchie. Il faudra même voir au niveau des voitures où ils sont positionnés parce que je pense qu'ils ont perdu pas mal de place dans la file des voitures du côté d'Israël. Et Blackmore comme Lutsenko, ils étaient plutôt bien sur ces premiers jours de course. C'est pas Michael Woods qui va jouer le général du côté de cette équipe, donc on aurait peut-être plutôt pensé à Blackmore ou à Lutsenko. Alors on essayera peut-être de jouer les résultats en fin de course, mais c'est vrai que je suis assez surpris de voir Blackmore aussi loin du côté de ce contre-la-montre parce que je m'attendais à ce qu'on le fasse plutôt à fond. Du côté des autres coureurs pour le classement général après Blackmore, on remonte. On a eu Alex Baudin qui a fait plutôt la fête comme Paré-Peintre. Ça montre aussi que les contre-la-montre aujourd'hui du côté de monsieur Gouvernou, on s'est un peu focalisé sur les étapes de plat en disant les étapes de plat ça apporte pas de spectacle, faut les supprimer. Mais alors les contre-la-montre, on s'aperçoit, à part les chronos le premier jour, en gros il y a quasiment personne qui les fait à fond. Et c'est vrai que ça commence aussi à devenir assez chiant d'attendre parfois 2 heures, 3 heures. En gros, là, vous commenciez à regarder à 16 heures. Moi, j'ai commencé à regarder à 16 heures, le contre-la-montre. C'est là où ça a été intéressant. Avant 16 heures, moi, j'ai regardé un petit peu sur Pro Cycling Stats au niveau du live, au niveau des classements en live. Tu t'aperçois qu'il n'y en a aucun qui le fait à fond quasiment. Ça, c'est quand même un petit peu terrible du côté d'un Tour de France d'avoir une étape où, encore une fois, tu la diffuses en intégralité. Là, on peut se poser quand même des grandes interrogations sur l'intérêt de la diffuser en intégralité, celle-là, quand tu t'aperçois que t'attends la dernière heure, en gros, pour avoir enfin de l'intérêt sur cette course.
Adam Yates ne l'a pas fait avant, mais là aussi on s'y attendait. Wout van Aert, moi je m'attendais plutôt à ce que ça soit lui qui le fasse à fond avec Affini. Je me disais qu'on donnerait 2 points de repère pour Vingegaard. On a décidé que ça serait que Affini qui le fera à fond. Alors ça a peut-être été un choix également de Van Aert de sa part, mais moi ce matin je me disais à la fois Affini et à la fois Van Aert vont apporter des points de repère à Vingegaard. Il aura comme ça 2 repères au niveau des temps intermédiaires. Surtout que Van Aert partant assez tôt, Van Aert aurait fini le chrono lorsque Vingegaard aurait démarré le sien. Donc c'est vrai que j'ai été assez surpris, là encore, du côté de Van Aert, de voir le coureur. Enfin, j'étais un peu surpris. Après, c'est vrai que certains s'y attendaient dans les commentaires. Mais voilà, moi je m'attendais à ce qu'il fasse à fond pour donner des points de repère à ses coéquipiers. On remonte. On voit Marine Vandenberg, Tim Merlier qui a fait la bagarre avec Paré Peintre à l'arrivée. Vlasov, confirmation qui servira d'équipier aux 2 autres. Là, on a confirmation parce que Vlasov, un chrono, s'il le fait à fond, il est dans les temps d'Almeida, je dirais, dans ces temps-là, il est dans le top 10 du classement. Donc là, s'il est 82e, autant vous dire, c'est qu'il ne l'a absolument pas fait à fond, Vlasov, donc il servira d'équipier. Van Edvelt, le général, ça va être compliqué quand même pour Lennert Van Edvelt. C'était l'objectif de départ, on rappelle, du côté du coureur de la Lotto. Mais c'est vrai que sa chute a complètement modifié les plans. Donc là, est-ce qu'on s'est pas dit on perd 4 minutes pour avoir un peu plus de liberté ensuite pour la course du côté de la Lotto? C'est un peu l'interrogation que j'ai. Parce que s'il perd 4 minutes sur un chrono comme ça, alors soit la Lotto, ils sont complètement incompétents à la tête de l'équipe et il pourra jamais jouer le général d'une course par étape, parce que quand tu perds autant de temps sur un contre-la-montre, c'est juste pas possible. Moi, je me dis que du côté de la Lotto, on n'est pas complètement stupide et qu'il a plutôt fait le chrono un petit peu en dedans en se disant maintenant je vais plutôt jouer les étapes que jouer le classement général, qui pouvait être l'objectif de départ. Narvaez, on retrouve Paulès également, Burgodo, voilà, Bourman. On peut dire que dans ceux qui jouent le général, c'est celui qui a fait le moins bon contre-la-montre. Il a réussi à faire pire que Guillaume Martin. Et pourtant, on peut pas dire que Guillaume Martin soit vraiment expert de la discipline. C'est vrai que quand vous finissez derrière Guillaume Martin ou derrière Luis Mentis, également sur un contre-la-montre, c'est que vous êtes vraiment raté. Voilà. Et du côté de Bourman, c'est pas une réussite. J'ai pas souvenir avant qu'il était mauvais comme ça sur le chrono. À la Bora, j'ai pas souvenir comme ça qu'il se prenait c'était pas un expert du chrono, mais pour moi, il était dans le pack du milieu, quoi. On va dire, c'était quelqu'un de moyen, quoi, sur le contre-la-montre. Là, c'est pas moyen, c'est pas bon. C'est pas bon par rapport à Guillaume Martin. Alors, il finit quasiment dans la même seconde, mais 3 minutes 52, on est sur plus d'1 minute par tranche de 10 km. C'est énorme du côté d'Emmanuel Bourman. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas adapté au nouveau vélo look? Parce que c'est vrai que lui, il est passé du Specialized, qui est un petit peu la référence quand même, l'une des références au niveau des vélos de contre-la-montre, à un vélo look qui n'est pas la référence. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur vélo au monde, le vélo look. Donc est-ce que il s'est pas adapté au matériel pour le moment, Bourman. C'est vrai qu'il a assez peu couru depuis moi je l'ai assez peu vu, Emmanuel Bourman. Est-ce qu'il a fait des chronos depuis le début de saison? Bourman, oui. Au Dauphiné, il était 38. Ouais, mais il a fait que des chronos en boss. Malao, c'était un chrono en boss sur le Tour de l'Algarve, et il a fait le prologue du Tour de Romandie. Prologue, c'est quand même toujours particulier. Ouais, donc un format plat comme ça de 15 km au moins, il n'en a pas fait cette année. Donc il a peut-être manqué de repères. Voilà, mais je suis assez surpris. Si je regarde l'an dernier au niveau des chronos, Tour du Pays Basque, il était 68, donc c'était pas non plus foufou.
Après, il faisait l'équipier. Si on regarde 2019, hop, quand il était vraiment au top, oui, il fait 15e à Pau, 12e à Bruxelles, donc 5e à Rouen sur le Dauphiné. Donc oui, non, il sait faire des chronos. Mais là, je pense que soit il a perdu l'habitude, soit c'est le matériel qui ne lui convient pas pour le moment. À Emmanuel Bourman m'a assez surpris de cette performance qui vraiment est loin d'être exceptionnelle. Bon, on remonte à la Philippe, comme Benelli ne l'ont pas fait à fond. Hein. Romain Grégoire aussi. Alors, ils l'ont fait quand même sur un tempo, on va dire, soutenu. Mais bon, Romain Grégoire, il l'a dit, il l'a pas fait à fond. Piti à la Philippe. Je pense que Julien est capable de finir à 2,30 au moins, ou à 2 minutes, on va dire, des meilleurs. Donc voilà, il l'a pas fait à fond. Et Benelli, lui aussi, il est capable de faire beaucoup mieux sur un contre-la-montre. Badoise 49. Bon voilà, 3,30. Il a dit qu'il avait pris du plaisir. Donc s'il a pris du plaisir et qu'il avait le sourire à l'arrivée du contre-la-montre, je partirais du principe que là encore, on ne l'a pas fait à fond du côté de Madoise. Parce que normalement, quand tu es fini à fond, je dirais que c'est pas forcément là où tu prends le plus de plaisir dans cet exercice-là, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Hein. Le contre-la-montre, il y a assez peu de coureurs qui sont contents et qui sont joyeux à la fin d'un contre-la-montre. Parmi les coureurs, si on remonte un petit peu le classement, Jordan Jegat, bon lui il l'a fait à fond, hein, Jordan Jegat. Après, encore une fois, on est dans une équipe de deuxième division, la Total Energy, avec du matériel, certes qui vient de chez Specialized, mais c'est pas du matériel officiel. Je rappelle, hein, du côté de la Total Energy, donc peut-être avec un matériel qui a 1 an ou 2 ans. Donc oui, il l'a fait à fond, mais c'est pas un exercice que l'on travaille spécifiquement dans des équipes de deuxième division. Donc je pense qu'il a même pas de vélo de chrono chez lui, hein, Jordan Jegat, par rapport à d'autres coureurs de d'autres formations, d'autres leaders de d'autres formations qui ont souvent le vélo de contre-la-montre. Lui, ce n'est pas son cas. Cataneo, il l'a pas fait à fond. C'est même assez marrant parce que chez Quickstep, personne n'a donné de point de repère au final à Remco Evenepoel. Donc c'est pour vous dire qu'il était extrêmement confiant en ses qualités du côté du coureur belge. Félix Gall, pas si mal. Non, faut dire la vérité, pas si mal. Surtout quand je regarde, on va dire, par rapport à des adversaires directs. C'est-à-dire, quand tu regardes, il finit à 3,04. Henrik Mas est à 2,57. Geraint Thomas, alors, si je prends Buitrago a moins d'1 minute. Carlos Rodriguez aussi. Félix Gall, c'est vraiment pas sa tasse de thé, le contre-la-montre. Il colle 50 secondes à Guillaume Martin. Il l'a travaillé l'an dernier contre la montre. On n'avait pas forcément vu les effets jusqu'à maintenant de la part de Félix Gall. Et bien là, c'est plutôt intéressant ce qu'il a fait l'Autrichien. Donc je dirais pour du Félix Gall, encore une fois, pour du Félix Gall, c'est plutôt pas mal. À l'inverse, pour du Henrik Mas, c'est vraiment pas top. Alors je sais bien qu'Henrik Mas, c'est pas un expert du contre-la-montre, mais encore une fois, 2 minutes 57 de perdu, pas dans le top 30 de l'étape. Là, c'est vraiment pas top de la part du coureur espagnol. C'est vrai qu'il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Moi, je le voyais plutôt aux alentours des 2 minutes de retard. Je me disais aujourd'hui, 2 minutes, 2,15 de retard. Je dirais que là, ça a été une performance correcte de sa part, sur à quoi on pouvait s'attendre. Et là, 2,57 de perdu, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup de la part du coureur espagnol. Tobias Allan Johannesson, là encore, on est dans une équipe de deuxième division. C'est peut-être pas forcément le registre qu'on travaille le plus. Il faut aussi rappeler qu'on a changé de marque de vélo cette année du côté d'Uno-X. On était sur des vélos d'air jusqu'à maintenant et on est passé sur des Ridley. Donc peut-être une position sur le vélo pas encore parfaite du côté de Tobias Allan Johannesson. Stef Kras, plutôt pas mal. Voilà, je trouve pour moi c'est une performance très correcte de la part de Stef Kras, de 50 de perdu. Il met Henrik Mas derrière.
Jordan Jegat, par exemple, en point de comparaison, est quand même à 25 secondes. Donc voilà, vélo équivalent, on va dire, à performance équivalente. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Arensman, Geraint Thomas. Bah, Arensman, pour l'instant, il est pendant. Enfin, et même Carlos Rodriguez, hein, on peut faire la triplette de chez Ineos. Ineos c'est pas dedans sur ce début de Tour de France. Hein. La réalité, c'est qu'ils passent complètement à côté de leur course. Geraint Thomas, quand tu l'entends en interview, t'as l'impression que la retraite, il aurait peut-être dû la prendre l'an dernier. Hein. Parce que, ouais, il est vrai. T'as l'impression que ça le fait chier d'être là. Enfin, c'est surprenant, voilà, du côté de Geraint Thomas. Arensman, bon, bah, vu le début de course qu'il nous a fait, forcément, on s'attendait pas à des miracles. Parce que je sais bien que c'est un démarrage lent, on va dire, Arensman. Mais là, c'est plus qu'un démarrage lent. Pour l'instant, il n'est pas dans le coup. Et puis Carlos Rodriguez, bah, il est à 4 minutes, hein, ce soir. Donc, 4 minutes, c'est énorme. Pour un mec qui, je rappelle, il y a 2 ans, fait 5e du général, en tombant en plus en fin de course, qui fait 5e et il aurait peut-être pu même être 4e, bah, on est loin du Carlos Rodriguez d'il y a 2 ans. C'est un coureur qui régresse de manière assez surprenante. Alors déjà, le contre-la-montre, c'était pas sa spécialité avant. Là, il n'a pas progressé dans le domaine. Mais en montagne, je trouve que c'est un coureur qui régresse et c'est assez surprenant vu son âge. Normalement, tu progresses dans la hiérarchie mondiale au fur et à mesure du temps. Lui, il régresse. Donc assez surpris. Pareil peintre. Oui, à 2,13. Il reste dans le match au général, hein, Aurélien Paré-Peintre. Tu sens que, certes, vous avez Félix Gall, mais on garde quand même Aurélien Paré-Peintre en route de secours si Félix Gall était vraiment pas dans le coup. Et puis ensuite, Oscar Andy, bah, vraiment bien pour moi, pour du Oscar Andy. Je le voyais à ce niveau-là, mais je pensais qu'Oscar Only serait plutôt avec du Henrik Mas, du Arensman, des coureurs comme ça. Peut-être pas Arensman, parce qu'Arensman a déjà fait des top 10 sur des chronos, mais oui, je le voyais un peu plus bas dans la hiérarchie. Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti, Oscar Only. Donc il progresse dans la hiérarchie mondiale, lui, hein, au fur et à mesure du temps. L'année prochaine ou dans 2 ans, ça va être très très solide, Oscar Only. Ben O'Connor, bah, ça allait mieux. Pour moi, il est à sa place, Ben O'Connor. En comparaison avec Dunbar, si on regarde, Dunbar fait 2,29 de retard. Ben O'Connor, c'est 1,46, 97. Il est au niveau de Mauro Schmidt, qui est champion de Suisse et qui est plutôt en confiance. Pas très loin de Mathieu Van Der Poel, qui l'a fait à fond. Pas loin également de Schielmose. Donc il est à sa place pour moi, Ben O'Connor. Quand on regarde, c'est plutôt une belle course de sa part. Schielmose, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus proche. Schielmose, qu'il soit aux portes du top 10. Tu vois, tu m'aurais dit au niveau de Castrillo Jorgensen, je t'aurais dit ah oui, moi je l'attends à ce niveau-là. Je me dis qu'il y a une bonne vingtaine, trentaine de secondes là de perdu, un peu trop. Tu vois, Raoul Garcia Perna par exemple est pas très loin devant, alors que pour moi, Mathias Schielmose, c'est mieux que Raoul Garcia Pierna. Donc ouais, assez surpris de le voir aussi loin. Schielmose, voilà, je m'attendais à un petit peu mieux de sa part. Raoul Garcia Pierna du côté d'Arkea, une 38 de perdu. Et puis on remonte le classement. C'est dommage, Raoul Garcia Pierna, parce que quand tu regardes, il est à moins d'une seconde des points UCI. Il est à 1 seconde des points. Et tu vois qu'une seconde, bah, ça aurait pu te permettre d'apporter. Alors 5 points, c'est pas énorme, mais bon, 5 points, ça permet. Encore une fois, si la montée se joue à 10 points près, bah, tu te diras, ah, cette seconde-là, au final, elle a coûté extrêmement cher à ma formation pour rester en World Tour potentiellement. Tobias Foss, oui, non, pas mal. Une 25, oui, je dirais qu'il a sa place par rapport à Evenepoel. Voilà. Bon, il est, voilà, c'est plus forcément un spécialiste du chrono. Enfin, techniquement, il est spécialiste du chrono, mais on sait tous que son titre de champion du monde, au final,
Il est dû aussi à une année particulière, un championnat du monde en Australie. Il y avait beaucoup de coureurs qui étaient en décalage horaire, encore au moment de la course, et voilà, qui n'avaient pas réussi à se mettre forcément dedans. La mauvaise surprise, c'est Vingegaard. En fait, il y a deux mauvaises... Pour moi, Jorgensen, Roglic, Vingegaard, les trois là, mauvaise surprise. Les trois, je les attendais au niveau de Vauclin, quoi, au niveau d'Armirail. Vingegaard, normalement, il doit être devant Pogačar, ou il doit être au niveau de Pogačar. Ce matin, moi, je m'attendais à avoir une hiérarchie Remco, Vingegaard, Pogačar, en m'attendant que Pogačar soit plus proche de Vingegaard qu'il ne l'avait été au Dauphiné. Là, c'est une contre-performance de la part de Vingegaard. C'est une contre-performance parce qu'il n'est pas dans le top 10. Vingegaard pas dans le top 10 d'un contre-la-montre sur un Tour de France. C'est pas arrivé souvent quand même. Peut-être même c'est jamais arrivé de la part de Jonas Vingegaard. Ouais, là c'est un peu une incompréhension pour moi parce qu'il perd du temps d'entrée. Dès le premier intermédiaire, il est loin. Sur la fin, il n'arrive pas à en remettre. Alors est-ce qu'il a fait une préparation vraiment très typée montagne et très typé grimpeur et qu'il aurait perdu de la puissance, mais normalement c'était un registre où il était plutôt bon, enfin très bon, Vingegaard, même au niveau de la hiérarchie mondiale du contre-la-montre. Là, il est quand même très loin, Vingegaard, donc assez surpris. Et pareil Roglic, parce que je rappelle, Roglic a été au championnat du monde du contre-la-montre, et je rappelle, ça reste un champion olympique de la discipline. Également Roglic. Donc de le voir à 1 minute 19, moi je trouve que c'est loin. Quand Jalabert dit il va se rassurer, il finit derrière Lipovitz. Il y a quand même un écart avec Lipovitz, il y a 20 secondes. Et puis surtout, il n'est pas dans le top 10 non plus. Donc Roglic pas dans le top 10 d'un contre-la-montre. Je rappelle que l'an dernier, il est 4e, 3e ou 4e du contre-la-montre, certes qui était avec une petite bosse sur le parcours, mais là, même s'il y avait une bosse sur le parcours, il n'aurait pas fini dans le top 10 aujourd'hui, Roglic. Donc non, je suis assez déçu de son niveau de performance. Jorgensen, là pareil, pour moi c'est un coureur qui est capable de faire beaucoup mieux au niveau du contre-la-montre. Et puis en plus, chez Visma, on peut même pas incriminer le matériel, parce qu'à Affini, il finit 3e. Donc le matériel marche, parce que sinon Affini, il aurait terminé très loin. Donc là, c'est pour moi les jambes de la part de Vingegaard et de Jorgensen qui n'ont pas marché. Alors est-ce que ça voudrait dire que leur pic de forme va arriver plus tardivement et que Pogačar et Evenepoel, eux, sont déjà en pic de forme et qu'eux, ils ont plutôt privilégié le pic de forme dans les Pyrénées et dans les Alpes? Et ça veut dire que demain, si c'est ça, demain ou à Mur de Bretagne, ils risquent les deux de perdre du temps et il va falloir vraiment cravacher à partir de lundi prochain, 14 juillet, et là ne plus perdre de temps parce que sinon ça sera rédhibitoire pour le Danois. Il n'ira pas chercher une 3e couronne sur le Tour de France. Ensuite on retrouve Castrillo. Oui, Castrillo, Plapp. Alors Plapp, c'est dommage, il fait un très grand début de parcours. Plapp, il est parti très tôt, il faut le savoir, l'Australien, et puis il s'est complètement écroulé sur la fin. Je me pose même une question, est-ce qu'il s'est écroulé sur la fin ou est-ce qu'il a fait la fin de partie vraiment pas à fond parce que l'objectif de départ c'était de donner des temps intermédiaires à O'Connor et à Dunbar? Si c'est ça, c'est stupide, on aurait dû lui dire dans la voiture de réaccélérer parce qu'on aurait pu faire un bon résultat du côté de Plapp, ou sinon c'est une panne de jambe, tout simplement sur la fin, il est parti trop vite et il n'a pas réussi à tenir la cadence. Almeida, oui, dans le top 10, il a sa place pour moi. Roméo, bien, parce que j'attendais un petit peu plus loin d'Evenepoel sur 33 km. En plus, il a été très régulier dans son chrono quand on regarde les temps intermédiaires. Donc là, c'est vraiment pas mal du côté du coureur espagnol. Lipovitz, oui, c'est pas mal. Lipovitz, c'est pas mal. Surtout, c'est vraiment bien, même. Surtout si tu compares à Roglic, à Vingegaard. Il met Jorgensen derrière. Non, ça va redonner du baume au cœur un peu à cette formation, parce que le début de course ça a été quand même très compliqué du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Alors c'est pas la pire semaine dans un mois de juillet pour une équipe Red Bull, parce que du côté de la Formule 1, il y a aussi des grands chambardements.
Mais oui, du côté de Lipovic, c'est vrai que le début de course a été compliqué avec les chutes de Meus, avec un manque, je dirais, de performance quand même pour Lipovic et pour Roglic. Et là, on le revoit un petit peu en bonne performance. Moi qui pensais qu'il était peut-être un peu cramé, Lipovic, après le Dauphiné, que le pic de forme était au niveau du Dauphiné et que depuis il n'arrivait pas à redémarrer la machine. Là, ça a l'air d'être intéressant. Vauquelin, Vauquelin, Armirail, c'est les deux performances du jour parce que depuis quand on n'avait pas eu, si vous pouvez donner l'info, depuis quand on n'avait pas eu deux Français dans le top 5 d'un chrono sur le Tour de France? Voilà. Ça doit remonter à peut-être le chrono de Pau en 2019. Mais ça remonte, hein. Ça doit remonter au moins de là. Et oui, Vauquelin, performance vraiment très bonne. Il perd un peu sur la fin, j'ai l'impression, Vauquelin. Sur la dernière portion de course, ça a été un petit peu plus compliqué du côté de Kevin Vauquelin pour moi, mais sinon, c'est vraiment une super course de la part du coureur français et du côté d'Arkea. Ça montre aussi que du côté de Bianchi, on a fait des gros investissements cet hiver pour rénover, pour améliorer le vélo de chrono, et bien qu'on a bien fait de faire ces investissements du côté de l'équipementier italien. On a fait un gros travail quand même sur ce nouveau vélo de contre-la-montre. Et puis Vauquelin, ça reste un coureur qui est très performant. Et là, c'est vrai qu'on peut se demander si le top 10 c'est pas atteignable pour Vauquelin, vu la forme qu'il a l'air de tenir depuis le début de course. C'est quand même très intéressant. Armirail, moi je pense que ce matin Armirail il avait envie de démontrer que le titre de champion de France c'était pas Vauquelin qui lui avait offert sur un plateau avec sa chute. Je crois qu'il avait envie de démontrer que le contre-la-montre, ce titre de champion de France, il méritait ce titre de champion de France. Pour moi, passer 30 km, c'est là où il est très fort, Vauquelin. C'est là où il est très fort, Armirail. C'est quand on dépasse 30 km. Même si là, c'était tout plat, c'est vrai qu'Armirail, il préfère quand c'est vallonné. Pour moi, c'est là où il est très fort. C'est quand on dépasse les 30 minutes d'effort. Entre 30 et 45 minutes d'effort, c'est là où il est très costaud, Armirail. Au-delà de 40-45 minutes, il a un peu du mal. En dessous de 30 minutes, c'est un peu court pour lui. Et là, sur ce registre-là, il est très costaud. Armirail, ça aurait été encore mieux s'il y avait eu des petites bosses sur le parcours. Il profite également de son ordre de passage, parce qu'à la fois Armirail a fini, Roméo et Castrillo sont partis tôt, donc ils ont eu du vent qui était moins fort au niveau du vent de face. C'est vrai que le vent dans la première partie a quand même gêné les coureurs. C'est ce qui fait peut-être que cette moyenne n'a pas atteint les 54 km/h et donc qu'on n'est pas passé en dessous des 36 minutes 30, 36 minutes 20. Moi, je m'attendais à un temps plus rapide aujourd'hui, mais je pensais pas que le vent aurait autant d'incidence sur ce parcours. Donc, ce qui fait que je me suis planté. Du côté d'Armirail, Affini, on a su profiter de l'ordre de départ. Ça s'est bien passé. Affini, je rappelle que c'est l'un des meilleurs au monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Remco Evenepoel, on parle beaucoup de Ghana, du côté du contre-la-montre. Mais Affini, c'est également un coureur extrêmement solide dans cet exercice. Et là, il a été juste très performant. Pogačar, moi, il m'a impressionné aujourd'hui, Pogačar. Autant hier, la 100e victoire, pour tout vous dire, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Peut-être parce qu'on s'y attendait depuis quelques temps quand même. Autant cette deuxième place aujourd'hui, on sait qu'il est pas mauvais sur le chrono, Pogačar. Mais je m'attendais pas à ce que l'écart avec Remco Evenepoel soit aussi réduit. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'on soit aux alentours de 35 secondes, quoi. 35-40 secondes, qu'on ait un écart en gros similaire au Dauphiné, quoi. Je m'attendais, donc ouais, 35-40 secondes. Je m'attendais à cet écart-là. Parce que pour moi, Remco Evenepoel était dans un profil de course qui lui convenait parfaitement bien,
Alors même si pour moi Pogačar avait fait une contre-performance sur le Dauphiné, je m'attendais à ce que sur 33 km, Pogačar n'arrive pas autant à tenir la cadence. Et je pense que Remco Evenepoel s'attendait à ça aussi. Il s'attendait à ce que l'écart soit plus important. Toute la première partie de course, ils sont au même niveau les deux. Là où il a fait la différence Remco, c'est sur la fin. Sur la portion vent de côté, vent de dos. Sur ces deux portions-là. Sur les 5 derniers kilomètres, technique, Pogačar a repris beaucoup de temps. Et sur la portion vent de face, malgré l'aéro d'Evenepoel, Evenepoel n'a pas fait la différence par rapport à Pogačar. Donc non, moi vraiment aujourd'hui, chapeau Pogačar, parce qu'on sait qu'il est bon sur le chrono, mais là il a été excellent dans ce registre-là, vraiment impressionnant. Parce que tenir la dragée haute comme ça à Remco Evenepoel, c'est loin d'être évident, et puis coller quand même une minute, plus d'une minute à Vingegaard, une 0,5. Waouh. Voilà. Il colle aussi, là aussi une minute à Almeida. Ouais, ça montre qu'il a été très 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 solide. Et puis Remco, vainqueur aujourd'hui ? Non, le meilleur au monde s'impose. Hein. De toute façon, encore une fois, sur le contre-la-montre, on peut pas mentir. Le contre-la-montre, voilà, c'est l'épreuve de vérité, mais c'est un exercice où, en gros, tu peux pas mentir. Alors, à part si Remco Evenepoel s'était complètement raté dans sa gestion de l'effort, à part si Remco Evenepoel avait eu un problème technique sur le parcours ou une chute, en gros, il fallait qu'il y ait un concours de circonstances pour qu'il ne gagne pas aujourd'hui. À partir du moment où Ganna avait disparu, avait abandonné, c'est ce qui s'est passé. Il n'avait pas d'adversaire à sa taille. Pogačar a tout donné, l'écart est minime. Mais bon, on a bien compris sur les portions vraiment typées contre la montre, que Pogačar il pouvait pas rivaliser par rapport à Remco Evenepoel, parce qu'il est impressionnant dans sa capacité à tenir sa position, dans sa capacité à être bien en ligne. Et ça, c'est pas indéniable du côté d'Evenepoel qu'il est le meilleur au monde. Il est encore meilleur même que Ganna, et pourtant Ganna c'est déjà impressionnant la manière dont il tient sur un vélo. Là aujourd'hui, il y avait juste pas de, c'était pas suffisant l'adversité pour aller le chercher en termes de résultats aujourd'hui. Donc bravo, monsieur Remco Evenepoel. On regarde tout de suite le classement général pour voir un petit peu les écarts, parce qu'on a désormais des écarts du côté de ce classement. Pogačar passe en tête, prend le maillot jaune devant Remco Evenepoel, 42 secondes. Vauquelin 3e à la minute, juste en dessous de la minute. Vingegaard 1,13 devant Jorgensen et Van der Poel. Almeida 1,53. Roglic à 2,30 juste devant Lipovic. Skelmose, là aussi normalement ça devait quand même bien convenir à ses qualités, 2,32. Un Henrik Mas est déjà à plus de 3 minutes. Vous avez un Carlos Rodriguez qui a 4 minutes. Et un Guillaume Martin qui est à 5,25. Voilà, donc on a déjà des écarts qui sont impressionnants, alors qu'on est au bout de 5 jours de course. Maillot vert, Pogačar passe en tête avec les points récupérés aujourd'hui, devant Milan, Girmay et Van der Poel. Alors c'est quand même Milan qui portera le maillot demain, hein. Et Merlier est 5e. Du côté du maillot de la montagne, il n'y avait pas de point aujourd'hui, donc pas de changement. Pogačar 5 devant Tim Wellens, et puis on retrouve ensuite Vingegaard. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce soir, Pogačar a quand même maillot jaune, vert et à poids. Là, c'est pas anecdotique non plus, hein. On dirait Eddy Merckx dans cette domination. Maillot blanc, Evenepoel passe devant Kevin Vauquelin. Gros combat du côté de ce maillot blanc avec Lipovic à 1,49, Skelmose à 1,50, Olny à 1,59. Donc là, ça va être très intéressant à suivre. Et puis du côté du classement par équipe, la Visma est en tête devant UAE, Groupama, Decathlon et Arkea BNB Hotel. On passe désormais au Tour d'Italie féminin avec aujourd'hui une étape avec une arrivée au sommet. On peut pas vraiment dire que c'était une grosse étape de montagne. On avait 2 grosses difficultés dans cette journée. C'était le Molo de Chia del Poggio
Et puis cette montée finale du Pianezze, une montée de 11 km à 7%, je crois me rappeler, de moyenne. Tout a commencé dans le Muro di Cia del Poggio entre des leaders. Alors, il n'y a pas eu forcément un énorme tempo d'une équipe. Tout le monde a décidé d'accélérer. Alpecin, Lidl, il y avait un peu de Movistar, ce qui fait qu'on s'est retrouvé au sommet avec une vingtaine de concurrentes et à avoir des Lotte Kopecky, Juliette Labousse notamment ou Ashley Moolman, pas forcément au meilleur de leur forme à ce moment-là. Dans la descente de cette difficulté et ensuite sur le plat, ça s'est véritablement calmé. Et ensuite, on a tout lancé dans la dernière difficulté du jour. Et là, c'est la Movistar. La Movistar qui a décidé de faire un très très gros tempo pendant les premiers kilomètres. On se retrouve là de nouveau à une dizaine de concurrentes. Et puis on se dit, bon ben voilà, on est à 7 km du sommet. Marlène Reusser va accélérer. Pas faire une grosse attaque, hein, mais accélérer elle aussi au fur et à mesure. Et puis derrière, soit il y en a une qui arrive à résister dans la roue ou deux, soit derrière ça craque complètement. Et le problème, c'est que Reusser a un peu accéléré, mais elle s'est dit à 8 km du sommet, c'est quand même loin. Ce qui fait qu'elle a arrêté son mouvement. Et derrière, ça s'est un peu regardé pendant 200-300 mètres. Et ensuite, c'est Van der Breggen. On aurait dit Van der Breggen était l'équipière de Marlène Reusser. Elle a fait un tempo, mais qui n'a pas vraiment mis en difficulté les filles. On s'est retrouvé à avoir une quinzaine de filles derrière qui arrivaient à tenir la cadence au niveau du tempo. Et puis, ça a réaccéléré dans les 4 derniers kilomètres. Reusser remet un coup d'accélérateur. Sauf que Longo Borghini, Marlène Reusser et Sara Gigante arrivent à suivre. Ça reste comme ça pendant 500 mètres. Et puis Gigante se dit, tiens, moi aussi, je suis capable de faire la différence. Et puis à 2 km et demi de l'arrivée, hein, je crois me rappeler, Sara Gigante accélère. Et puis derrière, elle fait la différence avec une belle accélération. Derrière, Reusser, Longo Borghini se regardent. Et puis on finit de cette manière-là l'étape avec une Sara Gigante qui remporte la journée et qui reprend 25 secondes à Reusser et Longo Borghini. Donc très belle journée de Gigante. Après, pas une surprise déjà parce que la G-Insurance était en surnombre. Vraiment, on avait Moolman pendant très longtemps. Et puis après, on avait De Schreper et Zigart qui étaient là. Donc on savait que il y a un moment, elle pouvait faire un coup, elle pouvait se protéger. C'est vrai que le surnombre je pensais des Gigantes, et puis après, elle était juste très forte aujourd'hui, parce qu'elle a réussi en vraiment une accélération à prendre très vite 10 secondes. Et puis derrière, même quand Reusser commence à rouler un petit peu, Longo Borghini aussi, elle continue d'augmenter son avance au fur et à mesure. Ce qui permet de reprendre 25 secondes en un kilométrage assez réduit. Hein. Ça a dû se faire en 2 km et demi. Donc très très bien de la part de Sara Gigante. Mais encore une fois, un très gros collectif Edge Insurance. L'équipe anciennement de Patrick Lefebvre, mais l'équipe qui est liée à la Soudal Quick-Step. Et là, ça a été un énorme tempo de la part de Gigante. Et puis on connaît son talent. Je l'avais vu notamment sur une Vuelta l'année dernière. Mais c'est une fille, on sait, qui a un vrai talent en montagne. C'est pas forcément la fille qui est la meilleure en chrono, qui est la plus à l'aise en descente. C'est une vraie grimpeuse. C'est le vrai profil montagne. Petit gabarit, petit gabarit en poids, parce qu'elle fait quand même 1m65, ce qui n'est pas si petit chez les filles, mais 53 kg. Et puis c'est une fille qui est arrivée chez les pros assez tard, Sara Gigante, l'Australienne, puisqu'elle est, elle est de 2000, mais elle a mis un petit temps quand même avant d'arriver à la Movistar et dans des belles structures. Et depuis, on sait que c'est l'une des meilleures vainqueurs du Down Under en 2024, et puis régulièrement aux avant-postes. 5e du Herald Sun Tour en 2020, qui était une course importante à l'époque, 7e général du Tour de France Femmes. C'est pas une surprise de la voir aux avant-postes, surtout qu'elle n'a que 24 ans. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est là depuis plus longtemps, mais elle n'a que 24 ans. Et c'est forcément un profil qui va faire des dégâts dans les années à venir, et elle se plaît extrêmement bien chez Edge Insurance. Deuxième, Longo Borghini, Reusser. Un peu déçu par Reusser parce que j'avais l'impression qu'elle était mieux que ça.
lors des derniers jours enfin voilà, lors des premières étapes. Le chrono m'avait impressionné, mais même sur les étapes suivantes, je l'avais trouvé très bien. Marlene Reusser, très facile. Là, elle n'a pas réussi à véritablement changer de rythme, à faire un écart, ce qui m'a un peu déçu. Longo Borghini, je pense qu'elle était un peu rupture. Alors, très bon travail de Persico, qui est vraiment ce lieutenant comme d'habitude, mais j'ai eu l'impression qu'elle était un peu en rupture sur la fin, et c'est vrai qu'à certains moments, c'était compliqué. Niedermayer, qui a failli revenir à un moment, Niedermayer, hein, puisqu'elle se fait lâcher quand ça accélère avec Reusser. Mais elle était vraiment pas loin de revenir quand ça se regarde. Et puis les deux de devant, Longo Borghini et Reusser, ont remis un petit coup de collier sur la fin. On sait que c'est l'une des jeunes les plus prometteuses, hein, Niedermayer. Donc là, vraiment très intéressant. On passe à la Alpecin de Koninck, à la Phoenix pardon, de Koninck avec Rouillekers. Je m'attendais à ce qu'il y en ait une qui arrive quand même, que ça soit Castelline ou Rouillekers, qu'il y en ait une des deux qui arrive à suivre quand même Longo Borghini et Reusser. C'est vrai quand je les ai vus lâcher aussi tôt, enfin assez tôt quand même, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des grands coups de butoir, des énormes accélérations. C'est vrai que j'ai été un peu surpris, voilà. Donc j'aurais aimé qu'elles arrivent à suivre un petit peu plus longtemps. Bon, elles sont à 50 secondes, mais Castelline a déjà perdu, enfin les deux ont perdu déjà un petit peu de temps sur le contre-la-montre. Donc c'est vrai qu'au classement général, elles sont un petit peu distancées. Malcotti, très très bien du côté de la Human Powered Earth, qui arrive à prendre la 6e place, surtout que c'était pas forcément... Enfin voilà, il y a une de ses équipières qui tombe dès le pied du col, donc ce qui fait qu'elle se retrouve seule très vite, Malcotti. Et après, elle a fait vraiment une bonne montée, donc je trouve que c'est vraiment une belle étape du côté de Malcotti. C'est pas la fille que je connais le plus. Voilà, elle est chez Human depuis 2022, avant elle était chez Valcar. Mais là, elle s'est très très bien débrouillée et on voit aussi des résultats en nette progression. Notamment cette année, vous voyez au niveau des points PCS, une belle progression de sa part. Donc là, c'est vraiment pas mal ce qu'elle arrive à faire. Elle avait fini 22e de la dernière Vuelta et puis 6e de l'UAE Tour. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Désormais, 13e du général. Voilà Malcotti au niveau de son classement. Et puis Isabella Holmgren du côté de la Lidl Trek. On attendait peut-être plutôt Amanda Spratt. Mais Holmgren s'en est très très bien débrouillé. Seulement 20 ans. Il y a une génération quand même chez les filles. Là, il va y avoir un renouvellement de génération qui va être très, très important. Et Holmgren, les Ferguson, Imogen Wolf, Schladonova, De Schreiber également, qui a 19 balais de Schreiber. C'est vraiment très impressionnant le niveau de cette génération-là qui arrive. Ça fait peur. Avec les Julie Bégaud et Tissiario, va falloir également pas ralentir le rythme parce qu'on a quand même là des filles qui sont d'un excellent niveau. Et puis Urs Kazigart qui complète le top 10 avec 3 LG Insurance quand même dans le top 10 aujourd'hui du côté de cette formation. Les déceptions, Van der Breggen. Alors déjà Allround, parce que c'est vrai que je l'avais trouvé vraiment bien sur l'étape numéro 2. Allround, je l'avais trouvé très intéressante, elle avait entrepris pas mal de choses. Et là c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu loin sur cette étape Allround. Mais Van der Breggen, là aucune intelligence tactique. Van der Breggen, elle a couru comme lorsqu'elle était en duel avec Van Vleuten en 2018. 2017-2018 où il y avait le vrai match Van der Breggen-Van Vleuten. Ouais, mais le cyclisme féminin sur ces dernières années a énormément changé. On n'est plus sur le cyclisme féminin où tu avais 2-3 filles qui dominaient. Et ça va être de pire en pire quand vous voyez la jeune génération. Il y a un peu plus de densité maintenant dans le cyclisme féminin. Si tu n'as pas un minimum de stratégie, tu ne peux pas gagner. On l'a vu l'an dernier avec Vollering. On le voit aujourd'hui avec Van der Breggen. Elle a couru comme une bleue. Alors c'est quand même incroyable parce qu'elle s'est retrouvée directrice sportive de SD Works. Donc normalement, en termes de stratégie, tu sais un peu faire quand tu es directeur sportif. Et là, la manière dont elle a couru, c'était un petit peu catastrophique aujourd'hui. Donc
je pense que dans la 1 minute 52, t'as bien 1 minute. C'est dû à cette stratégie de vouloir mener entre 8 bornes de l'arrivée et 4 bornes de l'arrivée. C'était pas elle de faire ça, elle était isolée, elle avait pas d'équipière. Il fallait mettre d'autres filles à ce moment-là, donc c'était pas à elle de faire le tempo, et j'ai absolument pas compris cette stratégie de Van der Breggen. Cécilie Ludwig, de base c'est quand même plutôt un profil puncher, et alors encore une fois, autant il y a 5-6 ans, parce qu'il y avait moins de densité, elle arrivait à suivre en montagne, et là aujourd'hui, la densité qu'on a actuellement chez les filles fait qu'elle a régressé dans la hiérarchie. Pour moi, elle est presque à sa place, hein. Comme Persico, c'est des filles qui n'ont pas réussi à progresser en même temps que les meilleures filles du peloton. Alors maintenant, Persico, elle est équipière, elle est lieutenant, mais c'est vrai que Cécilie Ludwig, là, elle est leader parce qu'il n'y a pas Katarzyna Niewiadoma, mais bon, tu sens bien que c'est quand même un tour en dessous pour la Canyon SRAM. Et puis on redescend avec, vous allez me dire, mais où sont nos Françaises? De base, c'était Juliette Labousse qui était la leader, et c'est Evita Music qui s'est retrouvée à finir devant. Là aussi, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment travaillé en équipe. On a du mal à comprendre la montée de Juliette Labousse, mais c'est quand même un Tour d'Italie très compliqué pour elle, parce que je pense qu'elle avait le statut de leader au départ, et t'as pas Vollering, donc autant te dire chez FDJ Suez, ça donne quand même une grande opportunité quand t'as pas Vollering au départ, et je trouve qu'elle passe complètement à côté de sa course. C'est quand même une fille qui a déjà fait podium quand même sur le Tour d'Italie, et là elle est pas du tout dedans. Et Vita Music, c'est pas beaucoup mieux non plus. Donc c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que les FDJ Suez soient aussi loin. Et pour le moment, elles sont vraiment pas dans le coup. L'équipe est très discrète sur cette épreuve, et ça c'est quand même un petit peu une surprise. Et puis Trinka Colonel également, qui n'était pas dans une grande journée aujourd'hui, 3 minutes de perdu du côté de la Live Alula Jaiko, parmi les filles qui ont perdu un petit peu de temps. Bon, Schladonova là aussi, mais un peu seule dans le final, mais qui perd un petit peu de temps. Puis Santesteban, 6 minutes aujourd'hui, donc ça va pas beaucoup mieux pour la concurrente espagnole. Pas mal quand même d'Ixline Miermont, 27. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elle a proposé du côté de la Ceratizzi. Puis Sarah Van Damme a peut-être montré ses limites en un peu plus haute montagne. La Canadienne qui est très forte depuis le début de saison, mais là, ça a été un petit peu compliqué pour elle. Voilà, sur cette journée. Et puis Lotte Kopecky, seulement 99e, donc elle est vraiment là pour préparer le Tour de France. Vraiment, elle n'a aucun objectif pour faire un résultat sur cette épreuve. Et on voit Marta Cavalli qui a abandonné aujourd'hui, comme Pfeiffer Gorgui, du côté de la Picnic. Les deux sont... Enfin voilà, on est tombé hier du côté de la Picnic. Et c'est dommage du côté de Marta Cavalli, mais qui n'arrive pas à revenir. Depuis sa dernière année chez FDJ Suez, c'était très compliqué. L'an dernier chez Picnic, c'était pas beaucoup mieux. L'an dernier chez FDJ Suez, parce qu'elle a rejoint la Picnic cette année. J'allais faire la même erreur qu'Audrey Cordorago. Mais c'est vrai que 2023, déjà, c'était compliqué. 2024 aussi. Et là, 2025, c'est pas beaucoup mieux du côté de Marta Cavalli. Et pourtant, elle n'a que 27 ans aussi. Donc c'est assez surprenant de ne pas la voir aux avant-postes. Donc on va voir si Picnic arrive à redresser la concurrente italienne, mais pour le moment c'est un petit peu difficile. On regarde les différents classements pour finir cette vidéo. Le maillot jaune, c'est Marlène Reusser, mais avec seulement 16 secondes d'avance sur Elisa Longo Borghini et Sara Gigante. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire que Anna Anderson était déjà en difficulté dans le Poggio, enfin dans le Muro di Cia del Poggio. Donc ensuite ça a été un petit peu compliqué. Niedermayer, Rui Eckers, 5e, mais quand même déjà à 1,48, donc c'est vrai que l'écart est un petit peu important. Et Sara Gigante, certes, elle avait fini très loin au niveau du contre-la-montre, mais il y a encore de quoi faire pour remonter dans le classement. Le maillot vert, Anna Anderson en tête devant, enfin le maillot de meilleur sprinter, parce que c'est pas un maillot vert. Anderson devant Vibes, Longo Borghini, Reusser, Miermont. La montagne, c'est Gigante qui mène devant Ostolazza et Vita Music.
Du côté du maillot blanc, c'est Niedermayer devant Holgren, De Shaper et Schladonova. Mais vous allez voir, le combat du côté de ce maillot blanc va être très intéressant parce que je pense qu'on va avoir des petits rebondissements derrière Niedermayer. Et puis du côté du classement par équipe, avec Jane Surance en tête devant Lidl Trek, Phoenix, UAE et FDJ Suez seulement 5e. Et encore, heureusement que Célia Jerry fait une course pas mauvaise aussi. Là, ça a été Léa Curigné sur cette étape. Mais voilà, heureusement que la troisième fille à chaque fois est pas très loin des deux leaders, parce que sinon on serait bien derrière au niveau du classement du côté du Tour d'Italie. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous parler du classement par équipe et de la file des voitures du côté du Tour de France. Visma va être bien positionné, Ineos seulement 11e, Quick-Step 16e, ça c'est pas une bonne nouvelle pour Remco Evenepoel. Movistar également très loin dans la file des voitures comme Tobias Aland de Johannesson. Donc ça serait bien de remonter demain, faire une belle étape pour remonter un petit peu dans ce classement. Et la Lotto est bonne dernière pour le moment et assez transparente, on va pas se mentir. À part la chute de Van het Velde, on n'a pas vu grand monde du côté de la Lotto. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!